Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CFT, la chaîne de culture, de politique et d'économie pour tous. Vous êtes les bienvenus sur l'émission de culture politique et en ce sens, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un invité spécial, le haut représentant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en France, en son nom, M. Nestor Kofi. Bienvenue, M. Nestor Kofi. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Et à ma droite, j'ai l'honneur d'être avec Cédric Sam, consultant politique aussi, qui partagera le plateau avec nous pour les différentes questions. Donc aujourd'hui, nous allons parler des élections de 2025 en Côte d'Ivoire. Nous allons ensemble balayer l'actualité politique ivoirienne, parler du PDCI avec son représentant. Nous allons parler de l'actualité politique économique de la Côte d'Ivoire si possible. Et donc, restez connectés, suivez-nous, abonnez-vous à nos différentes chaînes, YouTube, TikTok et Facebook, pour des émissions futures. Merci à vous. Donc, durant cette émission, nous allons aborder plusieurs thématiques sur la gouvernance, l'économie, l'éducation, la transition et aussi la diplomatie. Mais surtout, le PDCI, déjà pour commencer. Nestor Kofi, vous pouvez nous en dire plus par rapport à la situation actuelle du parti? Oui, nous avons eu la chance d'avoir, après le décès brutal du président Henri Konan Bédié, le président Tidjane Thiam est venu et le PDCI est devenu un parti plus attrayant que n'importe lequel des partis en Côte d'Ivoire. Sa jeunesse, sa fougue, son expérience a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et surtout au PDCI d'avoir un candidat crédible vis-à-vis de ce qui se passait. On a eu des périodes où le PDCI n'a pas présenté de candidat et cette année, nous sommes à la porte du pouvoir. On veut aller au palais avec le président Tidjane Thiam. D'accord. Cédric? Oui, aujourd'hui, le PDCI est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que le président Bédié s'en est allé, il y a un nouveau président qui est venu, la dynamique est bonne. On sent que quand vous consultez, le PDCI attire les jeunes. Toute sortie du président du PDCI est repris, devient un buzz. On se rappelle de sa position au niveau de l'IDH et il occupe l'espace politique. C'est-à-dire que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat est centré sur lui, puisque toutes les attaques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, sont concentrées sur le président du PDCI. Ça prouve qu'il est quand même... c'est un poids lourd. On peut le dire que c'est un poids lourd. Et après 23 ans d'absence du pays, c'est quand même une performance quand même incroyable. Parce qu'il n'est pas là, il est venu et il est en train de s'imposer petit à petit. On a vu le meeting d'Aboisseau, le meeting de Yopougon, sa brillante élection. Donc, je pense que 2025, c'est le principal challenger du parti au pouvoir. On ne sait pas qui va se présenter ici, du président Ouattara ou quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est le principal challenger. D'où l'actualité qu'on connaît maintenant. D'accord. En parlant d'actualité, parce que vous dites qu'aujourd'hui, vous avez un candidat qui fait le buzz, qui attire les lumières aujourd'hui sur le parti. Mais avant, il y a quand même eu des personnes, en l'occurrence Jean-Louis Billon, et qui, il n'y a pas très longtemps, sur des médias voisins, qui se réclamaient être plus légitimes que votre candidat ou plus que le président Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels commentaires vous pouvez faire là-dessus? Moi, je pense qu'il ne peut pas dire qu'il est plus légitime. Celui qui est légitime, c'est celui qui est le président du parti. Puisque le Congrès souverain a fait élire quelqu'un. Et quand on est militant de conviction, on est bête et discipliné. C'est-à-dire que le Congrès souverain ayant pris une décision, ça s'impose à tout le monde. Il n'y a personne, puisque c'est l'organe suprême. Une fois que la décision est prise, c'est inattaquable. Alors quel est le point de discorde alors aujourd'hui? Le point de discorde, c'est à M. Billon qu'on peut lui demander. Puisque tout le monde se fédère autour du président Tidjane Thiam. Pourquoi lui ne veut pas être dans le rang? On est dans une même famille. Et aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens, des militants PDCI ont choisi le président Tidjane Thiam. Qu'est-ce qui pose problème à M. Billon? La question, on doit lui poser ça. Puisque quand il va sur les autres antennes, il est là pour aller dire des choses qui ne sont pas quand même gentilles vis-à-vis de la même famille dont nous sommes issus. Parce Quand on a été avec le président Bédié pendant des années à la gestion de ce parti politique, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, Billon
est légitime dans sa démarche. Cédric? Oui, parce que, bon, si on parle de légitimité, on parle d'ancienneté. J'ai été là, donc je mérite. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une élection du président du parti et les militants ont donné un quitus à Cheikh Tidiane Thiam, le président Thiam, pour conduire le parti. Il avait la possibilité de se présenter. Moi, je ne rentre pas parce que je trouve que c'est une guerre des chefs. Nous, on est observateurs, mais je pense que dans un sens plus critique, on peut dire qu'il y a eu une élection, il a gagné l'élection. Et il n'était pas candidat unique, il s'est présenté contre le maire Jean-Marc Yassé. Il a été plébiscité. Quand on regarde le score, c'est quasiment 97%, 95%, 97% qui l'ont élu. Maintenant... Pourquoi il parle alors? Pourquoi le président... Non, attention, pour choisir le candidat du PDCI, il faut faire une convention. Mais la convention doit être... la convention doit arriver et doit choisir. Donc, je me dis que lorsqu'on veut être légitime et en règle vis-à-vis de son parti, on attend la convention, on se présente et on est choisi. Je pense qu'à la convention même, je ne sais pas si je me trompe, mais le président Bédié a fait face à des personnes, mais ces personnes ne l'ont jamais vilipendé. Ils ont fait acte de candidature et il est parti à la convention, il a été élu. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de répétition avec ce qui s'est passé avec le président Bédié et son ex-compagnon, si on peut dire les choses ainsi, quand il était à l'époque avec son jeune, comment il s'appelle, Kakabé. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans cette forme de répétition là à la veille des élections 2025? Non, mais nous on veut plus de Kakabé dans cette histoire d'élection, parce que Kakabé a été l'élément qui a validé le président Ouattara. Il aurait fallu qu'il accepte ce que le parti lui avait demandé. Il n'a pas voulu, il est allé en solitaire et il a vu les conséquences. Où on a coupé la tête de Toussaint Kofi, on a joué au ballon avec. Ça, c'est sur sa conscience. Il doit savoir qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et moi, je demande à mon frère Jean-Louis Billon de se laisser habiter par la sagesse. Si tout le monde a choisi le président Tidiane Thiam, il n'a qu'à s'aligner. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de... Le président Ouattara a fait sauter la limite d'âge supérieure, c'est-à-dire au lieu de 75 ans, il n'y a plus de limite d'âge. Donc s'il aide le PDCI à prendre le pouvoir, il a toutes ses chances, parce que le président Tidiane Thiam ne viendra pas faire plus de 2 mandats. Si au maximum il en fera, ça sera que 2 mandats. Donc lui, aujourd'hui, à 58 ans, si le président Thiam fait 10 ans, ça lui fait 68 ans, il peut toujours être candidat. A quelque chose à dire Non. Comme on a dit, c'est la convention. Moi, je me base sur les textes. C'est la convention qui désigne le candidat du parti. Il y a un président, la convention sera organisée. Celui qui a des velléités de candidature se présente à la convention, comme cela a été fait. Le PDCI est l'un des partis, en tant qu'observateur, je le dis, est l'un des partis, et je pense que je te l'ai dit la dernière fois, c'est l'un des partis les plus transparents de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un parti où il y a de la convention, il y a le bureau politique, en tout cas, il y a toutes les instances représentatives pour porter son problème. S'il y a des désaccords, il y a des instances qui sont mieux indiquées pour les désaccords. Donc, je pense que le combat doit être situé ailleurs. On parle aussi souvent dans les médias, on parle aussi du fait que le PDCI est quand même un parti dont la classe dirigeante est quand même assez âgée, à un certain âge. Quel est le commentaire que vous faites de cette Non, mais ce n'est plus le cas, puisque M. Tidiane Thiam est un jeune. Et moi qui suis ici, je ne suis pas aussi vieux que ça. Oui, donc, il y a plein de jeunes gens que le président Thiam a nommés. Quand vous prenez mes jeunes frères comme le maire Abi Raoul, les Jacques Owo, les Jean-Marc Yassé et tout, bon, je crois qu'il n'y a plus de problème dans la mesure où aujourd'hui le PDCI suscite beaucoup d'espoir et beaucoup d'engouement par rapport à l'élection prochaine. Bon, mon neveu qui est en face de moi, c'est un jeune. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui viennent au PDCI RDA. Donc, bon, il n'y a plus de problème Et au PDCI, sachez qu'il n'y a pas de problème de génération. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de problème il n'y a pas de conflit entre nous.
D'accord. Ok. Et moi, transition oblige, j'entends souvent aussi depuis un moment le PDCI qui porte sa voix en ce qui concerne la question de la révision de la liste électorale. Quel est le commentaire que vous avez à faire, Cédric Sam? Non, au fait, j'aimerais dire que le corps électoral de toute la Côte d'Ivoire est infime. Parce qu'on parle de 8 à 9 millions de personnes qui sont sur la liste électorale pour une population de 32 millions d'habitants. Donc, je me dis que certaines choses n'ont pas été faites au niveau de la CEI. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a un budget qui est voté chaque année au niveau pour la CEI pour organiser l'enrôlement. Je pense qu'il y a certaines années où ça n'a pas été fait. Et le délai pour l'enrôlement est beaucoup trop court. Le délai est maximum 3 semaines, 1 mois, pour une population aussi large. Donc je pense que, comme j'ai dit, l'une des solutions, c'est de prendre l'état civil ivoirien, c'est-à-dire que dès qu'une personne a 18 ans, on le rajoute sur la liste électorale, comme c'est fait en France. Ouais. Dès qu'il a 18 ans, on le rajoute sur la liste électorale. Dès que, maintenant, les gens posaient la question, j'ai eu des questions en ligne, les personnes me disaient « Ah, mais on fait comment pour le lieu d'habitation ?» Mais vous avez fait la carte d'identité des gens. En fonction du lieu d'habitation qu'ils ont marqué, ouais, on les met là. Maintenant, s'ils veulent changer de lieu de vote, ben, c'est à eux de se rapprocher de la CEI pour le faire. Ça peut se faire aussi en ligne. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais le RLE, c'est-à-dire que la révision de la liste électorale doit être effective et doit se poursuivre. Parce que la dernière révision a permis que 900 000 nouveaux électeurs sur 4 millions attendus. Donc, c'est-à-dire qu'on est en deçà des prévisions. On est en deçà même du nombre d'électeurs attendus même par la propre CEI. Donc, une révision doit se faire rapidement avant l'élection. Et moi, je poursuivrais même, cette liste-là doit être auditée. Parce que certains partis d'opposition estiment que la liste est truffée, est truffée de personnes qui ne doivent pas y être. Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas les preuves. Mais si le PPACI l'a dénoncé, si certaines personnes ou certains partis politiques le dénoncent, ben, pour rassurer tout le monde, moi, si je suis président de la CEI, je dis, bon, écoutez, on va faire le recensement, on va faire l'audit de la liste électorale pour rassurer tout le monde. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Ben, ça sera à la CEI de décider. Mais il revient aux partis, des différents partis qui constituent la Côte d'Ivoire de pouvoir porter leur voix. Le PDCI a dit non, nous on veut une révision. Le PPACI veut une révision. La majorité des partis politiques veut une révision plus un audit. Oui. Donc c'est au gouvernement de Côte d'Ivoire de voir. Nestor Kofi? Oui, moi je pense que quand le président de la CEI était arrivé à Paris ici, on en avait parlé, il a dit que si cela suscitait un engouement, parce que le président Tidjane Thiam avait mis son doigt sur là où ça fait mal. Il avait dit que sur une population d'environ 30 millions de personnes, il n'y a que 8 millions. Et 8 millions, ça ne remplit pas les normes internationales. Il faut 40%. Et pour avoir 40%, il aurait fallu encore 4 millions pour ajouter aux 8 millions pour faire 12 millions. 12 millions ouais. Si on avait 12 millions, là, on remplit un peu... Au regard de tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au Sénégal, c'est au-delà de 50%. Au Ghana, pareil. Même au Libéria. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne veut pas faire ça? Et quand on a posé la question à M. Cubier, de passage ici, il a dit que si cela suscitait un engouement, il allait proroger. Mais il se trouve que maintenant où tous les Ivoiriens se réveillent pour aller s'inscrire, pour pouvoir jouer leur rôle dans les votes, il dit qu'il ne veut pas le faire. Il veut le faire après les élections. Comme le président a dit, après avoir sifflé la fin du match, on vient faire des buts. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc nous, on veut absolument que la CEI prenne ses responsabilités pour éviter qu'il y ait des morts encore en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais, depuis 1960, pu faire des élections où il y a eu une passation normale. Il n'y a jamais eu ça. Tous les pays autour de nous connaissent ça, sauf la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on demande à la CEI
est au pouvoir en place, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts en Côte d'Ivoire pour des élections. Voilà ce que nous... D'accord. Et vous, en fait, quelles sont les réformes politiques ou institutionnelles qu'on doit mettre en place, surtout pour garantir des élections transparentes, démocratiques et surtout inclusives? Bon, moi, en tout cas, moi, c'est ma théorie personnelle, hein, et vous allez voir si vous la partagez. Ma théorie, c'est que je trouve que la commission électorale est remplie de partis politiques et elle est déséquilibrée. Parce que vous avez les représentants du ministère de l'Intérieur, les représentants du président de la République, les représentants du parti au pouvoir. Et il y a certains partis qui disent qu'ils sont de l'opposition, mais quand on doit voter les représentants des commissions, votent avec le parti au pouvoir. Donc, c'est déséquilibré. Déjà, c'est biaisé. Parce que chaque parti politique va venir chanter pour sa propre paroisse. Justement, parce qu'on a reçu Fabrice Lago ici qui disait que sur 620 bureaux de vote, il y avait 614 bureaux de vote qui étaient gérés par le pouvoir en place. C'est ce que je vous explique, Dr Martelly. D'un de mes invités sur ce plateau qui disait ça. Oui, c'est ce que je vous explique, Dr Martelly. Par exemple, je prends un exemple simple. Le parti au pouvoir a ses représentants. Le ministère de l'Intérieur a ses représentants. Maintenant, le ministre de l'économie a ses représentants. Maintenant, des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition, c'est des micro-partis en réalité, vote avec le RHDP. Je te coupe pas, c'est les partis satellites. Montés exprès pour ça. C'est des partis satellites. Donc, c'est déséquilibré. Ce qu'il conviendrait de faire, c'était comme au Ghana ou au Sénégal. Par exemple, au Ghana, ils ont trouvé la solution. Les membres de la commission électorale même organisent les primaires des partis. Le président de la commission électorale, dans certains cas, moi je dirais, doit être nommé à vie. Il doit être nommé à vie. C'est-à-dire quoi? Lui, on sait que c'est lui qui est le président de la commission. Lui, on ne peut pas, aucun président ne peut l'enlever. Et eux-mêmes organisent des élections en leur sein. Des membres issus de la société civile. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, il y a des personnes incorruptibles en Côte d'Ivoire. S'ils savent qu'il n'y a pas de rétorsion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, après avoir promulgué les élections, il y aura des conséquences, c'est à cause de ça que les gens ont peur. S'il n'y a pas de peur, ben évidemment, ils vont faire leur travail correctement. On a vu Honoré Guié. Exactement. Lorsque le général Guié a voulu passer en force, il a dit le droit. Il a dit tu n'as pas gagné. Voilà ce qui s'est passé. Même quand les militaires l'ont menacé, Honoré Guié a tenu bon. Donc il existe des personnes en Côte d'Ivoire qui sont prêtes à aller même contre leur hiérarchie pour dire la vérité. Ces personnes-là doivent être identifiées et c'est à ces personnes-là qu'on doit constituer le corps électoral. L'une des raisons pour lesquelles il y a, et je finis rapidement, il y a des fraudes, c'est le fait de pouvoir promulguer les résultats tard. Pendant une élection qui s'est... En France, vous votez aujourd'hui, au journal de 20h, il y a les résultats. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui technologiques pour répondre à cette question? Oui, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Je me dis que... Parce que c'est des solutions, ces solutions technologiques et tout ça qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire elle a les moyens technologiques de mettre en place une solution, là à 8 mois, 9 mois des élections, une solution qui va répondre à ce type de besoins? Mais c'est normal. Si le Sénégal a pu le faire, pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourrait pas le faire? Le Sénégal l'a fait. Et pour faire cela suppose que le jour du vote, on affiche les résultats bureau par bureau. Oui. De façon instantanée. Voilà, oui, une fois qu'on a fini, quand le bureau est fermé, allez, on affiche le résultat. Comme ça, il n'y a pas compilation où ils vont aller faire leur tripatouillage là. Il faut éviter cela. Il faudrait qu'on affiche les résultats bureau par bureau. Et personne ne pourra... Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a des moyens pour contraindre le pouvoir à aller dans cette démarche? Est-ce que dans un pays démocratique, on a besoin de contraindre quelqu'un? On n'a pas besoin de les contraindre. C'est un truc de bonne volonté et de bon sens. Hein? Si on ne veut pas qu'il y ait de conflits, pour qu'il y ait des morts, il faut éviter ce qui peut entraîner des conflits. Donc cela suppose que le gouvernement ait ce qu'on appelle la volonté de bien vouloir faire la démocratie. Si il fait la démocratie de manière transparente, si c'est inclusif, si c'est nous sommes dans un état de droit comme ils le disent, il n'y a pas de raison que pour les élections, alors que la démocratie c'est un jeu, même si il y a un enjeu, mais c'est un jeu démocratique. Donc on n'a pas besoin de mettre la tension pour tuer les gens pour rien. Il suffit de mettre à plat la liste électorale.
Il suffit de respecter ce que le code électoral dit. C'est-à-dire chaque année, il faut réviser. Si on révise, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. D'accord. Non, c'est pour enchérir ce que le vice-président a dit. Je pense qu'au Sénégal, il y a eu les élections le lendemain. Le président Diomaye Faye a su qu'il était président et lui qu'il avait gagné. Oui. Le même soir même. Parce que si il y a des tablettes au niveau... Moi, j'ai participé à des élections, il y a des tablettes au niveau de la CEI. Mais par exemple, si quelqu'un a voté, on a compté la voix. Par exemple, si tous les représentants des partis politiques sont là et qu'on a fini, on dit, bon, on déclare, je prends un exemple, M. Martelly a gagné dans ce bureau de vote. Mais automatiquement, c'est électronique. On envoie... Il peut avoir un centre, on envoie à Abidjan électroniquement, M. Martelly a gagné. Le PV peut être scanné et envoyé. Oui. Et je sais que c'est ce qui se passe en France. Quand ils ont fini le dépouillage, on scanne le PV qui est signé par tous les représentants des partis politiques, on met un sticker et puis on envoie, on dit, bon, le bureau de vote je prends l'exemple du Val d'Oise, M. Martelly a gagné là-bas. Le bureau de vote de Paris, M. Martelly a gagné là-bas. Mais au bout de 2 heures de temps, c'est bouclé. La Côte d'Ivoire, c'est 322 442 km pour 8 millions d'électeurs. On a besoin de traîner les résultats comme ça. Non. Ça ne peut pas se faire. Et moi, je pense que on doit penser aux nouvelles générations. Je pense qu'on doit pouvoir penser aux jeunes. Parce que les jeunes ont tellement peur de s'engager en politique. Les jeunes ont tellement peur de pouvoir porter leur voix. Parce qu'ils se disent quoi? Ils vont perdre leur travail, ils vont mourir, ils vont faire ceci. Donc, je pense que pour rassurer tout le monde, l'État gagnerait même à pouvoir donner toutes les gages de garantie. Parce que quand tu entends le RAGP, on est majorité, mais quand on n'a pas peur d'une élection démocratique, on donne toutes les garanties. Moi, par exemple, je prends un exemple. Si tu es dans un combat, il y a un enfant de 2 ans qui dit « Ah, docteur Martelly, je vais te frapper. » Mais tu vas rigoler parce qu'il ne peut pas te frapper. Donc, tu vas dire « Bon, pour que notre combat ait lieu, il faut que ça ait lieu à Paris. » Tu dis « Ok, d'accord. Pour que notre combat ait lieu, il faut que ça ait lieu à 14h. » Ok, d'accord. Mais on sait qu'il ne peut pas te frapper. Donc, c'est comme ça. Je dis que l'État gagnerait mieux à donner toutes les garanties à tout le monde pour gagner. Et moi, j'ai bon espoir. Tu vas dire que je suis naïf, mais j'ai bon espoir que les gens feront les bonnes choses. Le président Thiam a dit que la politique doit se faire d'une autre façon. Autrement. Moi, je prie de tout mon cœur qu'il n'y ait pas de mort à cette élection-là. D'accord. Et moi aussi, ce que j'ai constaté... le Ghana a fait aussi. Même celui qui était au pouvoir a perdu les élections. Oui. Donc, c'est vous dire que tout est possible. Mais c'est une question de volonté politique. Si le pouvoir en place veut absolument que les choses se passent de manière transparente, il n'y aura aucun problème. Mais moi, j'ai comme l'impression que toujours, c'est le parti au pouvoir se fait... agit comme si c'était eux qui sont dans l'opposition. Et c'est ça qui m'étonne. Ils font comme si c'est eux qui sont dans l'opposition. Ils sont là en train de dire des propos vraiment durs, des choses qui peuvent vraiment mettre de l'huile sur le feu. Or, on n'en a pas besoin. Nous, on a un président qui est venu, il dit la politique peut se faire autrement. Vous n'avez jamais vu le président Tidjane Thiam insulter quelqu'un. Ouais. Malgré les attaques contre lui, il n'a jamais levé le petit doigt pour dire bon, tant. Il faut que les gens arrêtent. Alors, j'ai une intervention de Tidjane Thiam qui disait que je ne mettrais pas le serpent de ma poche. Oui. À qui il faisait allusion réellement? À personne, celui qui se sent concerné. Là, par exemple, je vois qu'il y a la question de sa nationalité qui a été remise en cause. Il y a des débats qui se font là-dessus. Quel est le commentaire que vous faites sur cette question? La question de la nationalité, moi je l'ai étudiée, je pense que c'est un débat vide. Je vais vous expliquer. Les dispositions de la nationalité sont connues. Il est possible que, en droit français, je vais partir, vous allez comprendre. En droit français, le droit français admet la double nationalité. D'accord? Dans le cas du président Thiam, on parle d'hérédité. Oui. C'est-à-dire que Maître Blessy, il y a 2 jours, a fait une conférence de presse où il a dit que le président Thiam a eu la nationalité française par son père. Oui. Donc, on parle d'hérédité. Moi, je suis devenu ivoirien par mes parents. Et je sais que le vice-président, et même toi-même, tu as eu la nationalité par tes parents. Donc, c'est-à-dire que tu n'avais pas le choix.
Tu es né, ils sont allés faire tes papiers, tu es devenu ivoirien. Le président Thiam est dans ce cas-là. Mais dans le cas où les gens parlent d'exclusion, c'est dans le cas où tu es adulte comme nous, tu décides de te naturaliser français, voilà. De facto, tu perds la nationalité ivoirienne. C'est de ce cas-là que les gens brandissent. Mais le cas du président Thiam, il était mineur lorsqu'il acquérait la nationalité française, mais il a eu par hérédité. Parce que si vous dites ça, j'ai Laurent Gbagbo qui disait que son père était dans l'armée française. On lui a proposé, quand il est venu en exil en France, de prendre la nationalité française. Non, mais lui, il était majeur. Lui, il était majeur en exil. Non, il était majeur. Je vais prendre mon cas. Ça fait 49 ans que je suis à Paris. Je n'ai jamais pris la nationalité française. Pourtant, ma femme est française, mes enfants sont français. J'ai des frères et sœurs qui sont français. J'ai mes neveux et nièces qui sont français. Mais moi, j'ai refusé de prendre parce que j'allais me naturaliser. Or, le président Thiam, lui, il a subi. Il a subi parce que ce n'est pas lui qui a voulu. C'est un des parents qui était français. Donc, dès lors, on ne peut pas lui opposer cela. Et c'est ce que Maître Blessier a dit. Et puis, je vais finir par ça. Mais il y a un débat qui dit que, oui, voilà, le débat, moi, je vais être complètement honnête, le débat, les gens peuvent se rapporter à l'article 23 du Code civil français. Celui qui décide de renoncer à la nationalité française, c'est plusieurs conditions. 3 conditions majeures. Il faut que cette personne soit majeure. Le président Thiam est majeur. Il faut que cette personne ait établi un lieu de résidence autre que la France. En ce moment, le président Thiam vit en Côte d'Ivoire. Il faut que cette personne ait une autre nationalité à part la nationalité française pour éviter les questions d'apatridie. Il doit le prouver. En 2021, on a vu toutes ces images du président Thiam aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire demander un passeport. Est-ce que moi, je peux rentrer dans une ambassade étrangère pour dire « donnez-moi le passeport » ? Il faut arrêter. Le passeport se fait avec le certificat de nationalité. Et il a été reçu par l'ambassadeur Bandama. Les images sont sur Facebook. Le président Thiam avait posté un costume bleu. Les gens peuvent aller voir. Donc, s'il est rentré et l'ambassadeur l'a reçu et il a été enrôlé par l'ambassade de Côte d'Ivoire, et si aujourd'hui on dit qu'il n'a pas la nationalité, c'est qu'il y a une faute de l'ambassade. Et puis moi, je vais ajouter une chose. Le président Thiam a son frère aîné qui est le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et lui, le cadet, il n'est pas ivoirien, alors que son grand frère est ivoirien. Vous avez vu ça où? Est-ce que c'est normal? C'est parce que quand on appartient au RHDP, alors on est ivoirien. Quand on n'est pas RHDP, on n'est pas ivoirien. Si le président Thiam, quand il est parti là, il est rentré au RHDP, il n'y aurait pas eu de problème de nationalité. Et ça, c'est pas normal. Et puis maintenant, pour renoncer à la nationalité française, comme j'ai dit là, vous venez, alinéa 23, alinéa 1 de l'article 23 du Code civil français, vous devez vous rendre dans une représentation de l'État français ou au ministère de l'Intérieur français. Il n'y a même pas un mois, il est parti dire, il a été transparent sur sa démarche pour dire, bon, je suis allé déposer mon dossier de renonciation de nationalité. C'est l'article 23 du Code civil qui le permet. Il a déposé, son dossier va être analysé. Maintenant, lorsqu'il va disposer, lorsque cela sera acté, ça sera diffusé au journal officiel français. Et là, moi, autre chose, parce qu'on va rapidement passer sur ce sujet et passer à la seconde rubrique. Là, aujourd'hui, Tidjane Thiam et le PDCI, qui étaient très absents depuis un moment sur le territoire national, on voit le PDCI aujourd'hui plus actif sur le terrain, etc. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a carrément, vous l'avez dit au début, peut-être un changement de vision, changement des générations, etc. Et est-ce que, pour vous, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire ça? Parce que là, aujourd'hui, on a quand même à 9 mois des élections. Pourquoi cela n'a pas été fait depuis longtemps et pourquoi aujourd'hui? Non, mais regardez, le PDCI vient de loin. Le PDCI a perdu brutalement son président. Il y avait une dynamique avec le président Henri Konan Bédié. Le PDCI perd son président. Le PDCI doit faire le deuil de son président, enterrer son président et voter, élire un nouveau président. Le parti est résilient.
Jamais le parti réside. C'est-à-dire que le parti perd sa tête et a une nouvelle tête. C'est une nouvelle organisation, de nouvelles personnes. Et les gens même n'ont même pas eu le temps de suivre leur larmes pour le décès du président Bédié. Il y a eu les élections de mairie, les élections du président du conseil régional qui sont pointées. Les élections locales se sont pointées. Le PDCI a fait bonne figure. Maintenant, le parti est en pleine transformation. Chaque président vient implémenter sa vision. Et d'ailleurs, en parlant de vision, quelle est l'offre politique aujourd'hui du PDCI, concrètement? Quelle est l'offre politique que fait le PDCI aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et aux populations ivoiriennes? L'offre politique du PDCI, là, je vais laisser le vice-président rentrer dans la... Parce qu'aujourd'hui, on est à 9 mois des élections, on n'a aucun programme de parti qui soit connu de tous. Non, de toute façon, le président a défini 6 axes que tout le monde connaît. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire de faire, lui, il ne va pas venir exposer tout son projet en détail. Non, pour ne pas que les gens plagient. Ça, c'est tout à fait normal. Les gens vont voter en fonction des programmes que vous leur proposez. Mais déjà, quand il va dans les meetings, on voit lorsqu'il prend la parole, on voit l'engouement que cela suscite. Déjà, ces déplacements, on a vu son premier déplacement à Soubré. On a vu quand il est parti dans les 18 montagnes. On a vu à Boisseau. Et là, la dernière démonstration à Figayou finit par convaincre même ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Donc, je dis aujourd'hui, le PDCI est dans une dynamique, même ici en Europe. Moi, j'étais à Londres la dernière fois. Le samedi dernier, j'étais à Milan, et à Paris, on a quitté Milan pour venir faire un meeting ici à Paris le dimanche 16. Le PDCI est dans une dynamique... Quel est le programme aujourd'hui que le PDCI vend? Quelle est l'offre politique? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune offre politique qui est connue. Si, j'ai dit... Qu'est-ce que c'est ces 6 grands axes dont vous parlez? Non, le président Tidjane Thiam veut, de ce que j'ai cru comprendre, veut, comment je peux dire ça, baser le développement, veut faire un développement local. Il a parlé de secteur primaire. Il a parlé de champions nationaux. Mais c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Et Dr Martelly, vous avez dit que le PDCI est en action. Non, le PDCI a toujours été en action. Merci, ouais. Mais le PDCI avait perdu son leader, a changé de leader et a continué. Les grands meetings ne se faisaient pas. Mais derrière, en sourdine, les samedis, les dimanches, les différentes délégations et différentes sections occupent le terrain. Que ce soit en Île-de-France, comme le représentant a dit, il se déplace à Milan. C'était un travail de remobilisation. Mais vous parlez de programme. Aucun parti politique n'a dévoilé son programme. C'est justement là. Personne n'a dévoilé son programme. À 9 mois, il n'y a aucun parti. Déjà, lui, il parle de... il veut mettre l'humain au cœur de son action. Et il veut aussi... Il a mis l'accent sur l'éducation. Il a reçu les enseignants à Yamoussoukro. Il veut mettre l'accent aussi sur la santé. Déjà, ne serait-ce que ces deux-là, c'est déjà très important. Et mettre l'humain au cœur, ça fait 3. Et les axes, il a tout le temps déployé ces 6 axes, il en parle. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est le bien-être de sa population. Parce qu'il va falloir, au bout d'un moment, en parler. Je me dis, pourquoi pas maintenant? Pourquoi je pose la question? Parce qu'on a quand même un gouvernement qui a 14 ans de pouvoir, qui a quand même réalisé des choses. Et on a des stades, on a des routes qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, à 9 mois des élections, vous n'avez pas d'offre qui soit connue aujourd'hui de tous. Comment vous expliquez ça? Désolé, si ces gens-là étaient convaincus de leur réalisation, ils n'allaient pas paniquer et puis dire qu'ils ne font pas une élection transparente. Donc vous estimez que le parti au pouvoir est en panique? Non, oui, Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on voit les infrastructures à Abidjan. Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Donc tout se réalise à Abidjan. Regardez l'endettement abyssal que nous avons. Est-ce que c'est proportionnellement parlant, l'endettement là, aujourd'hui, il est en train de chercher à emprunter sur le marché de la sous-région. Est-ce que oui, quand on est endetté comme ça là, et qu'on continue, au lieu de chercher les moyens
pour produire, on cherche les moyens pour payer les dettes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que le PDCI est bien placé pour parler d'endettement, sachant que le PDCI a quand même eu 14 ans de gestion, j'arrive à ma question, 14 ans de gestion avec une politique d'endettement aussi qu'il y a eu aussi, et que Laurent Gbagbo a été obligé de mettre... Attention, c'est pas la même chose. Est-ce que le PDCI est bien placé aujourd'hui pour parler d'endettement? Oui. Attention, moi je vais être clair. Le dernier discours du président Bédié, c'était à l'Assemblée nationale, où il disait devant les députés et même les bailleurs de fonds qu'il avait payé les dettes de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il avait mis, lorsque le président Bédié a hérité de la Côte d'Ivoire, on était en pleine dévaluation. Il a mis en place un plan d'austérité. L'endettement de la Côte d'Ivoire ne peut être seul imputé au PDCI parce qu'il fallait construire la Côte d'Ivoire. On n'était pas dans la même époque. C'est ce que fait peut-être le président Ouattara. Non, c'est pas pareil. Fallait construire la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu comprends. Fallait construire la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a eu la dévaluation à cause de l'effondrement des coûts des matières premières, dont l'effondrement des coûts du cacao. Et je peux dire aussi qui était Premier ministre pendant les dernières heures du président Félix Houphouët-Boigny. Qui a été le premier ministre et le dernier premier ministre du président Houphouët-Boigny. Qui était le dernier premier ministre du président Houphouët-Boigny? Il est peut-être comptable de la gestion de Houphouët-Boigny, mais ça reste quand même le PDCI qui est le comptable principal des dettes que a contracté sur les 40 ans de pouvoir. C'était aujourd'hui, comme vous parlez de... J'arrive. Excusez-moi, monsieur Cédric Sam. Comme vous parlez de la dette aujourd'hui du pouvoir actuel, je me pose la question, est-ce que le PDCI est légitime pour parler de la dette de la Côte d'Ivoire? Sachant que le PDCI a quand même eu 40 ans de pouvoir et a quand même laissé une dette à la Côte d'Ivoire en partant. Mais la Côte d'Ivoire, le PDCI a eu une dette. Tous les États s'endettent. Mais ça dépend de comment vous vous endettez. On a été quand même pays, la Côte d'Ivoire a été quand même pays pauvre, très endetté après. Non, c'est pas sur le PDCI. Non, c'est pas sur le PDCI. Après, c'était c'est l'initiative voulue par le FPI, PPTE. C'était une initiative maligne. Parce qu'on devait atteindre un point d'achèvement. Mais lorsque Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, on a à peine à 4 000 milliards de dettes. C'est-à-dire que le pays est au vert. C'est-à-dire qu'on a un taux de ratio de dette qui est en dessous du PIB. C'est-à-dire que ce qu'on produit là est supérieur à la dette. Tu es économiste, je peux te dire que 4 000 milliards, c'est rien pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, on a eu le PPTE. Le RHDP est venu au pouvoir. Mais aujourd'hui, en 2024, on parle de 35 000 milliards de dettes. Qui va rembourser tout ça? C'est nous. C'est nos enfants. La progéniture. Et aujourd'hui, on parle d'économie. Si tout allait bien, tout ne va pas bien. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le débat, on a le débat des terrains. Les ACD, les gens perdent leur terrain. Les langues se délient. Il y a eu même une émission sur une chaîne de télé où ils ont parlé de litiges fonciers. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible de payer un terrain à Abidjan. Il y a des litiges fonciers partout. Et c'est à tous les étages. Il y a eu même une histoire au niveau de la santé. Les CHU sont fermés. Dans certains CHU, on n'a pas de matériel adéquat. Mais donc, tous les CHU même, il n'y a rien. Les Mourois, ils viennent se soigner ici. Donc vous estimez que aujourd'hui, la question de la dette n'est pas une question qu'il faut poser, ou vous estimez que c'est une question qu'il faut poser qu'au RHDP? Non, le PDCI est quand même... Alors moi, ma seconde question est la suivante. Est-ce que le PDCI n'est pas comptable de la gestion en partie du pouvoir actuel, sachant que le PDCI a été quand même co-gestionnaire de ce pouvoir-là dans les premières heures? Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça très rapidement. Lorsque toute l'opposition a incriminé le président Gbagbo et il était au pouvoir, on dit non, que c'est Gbagbo qui était au pouvoir, Gbagbo n'a rien fait. Ouais, exact. Il a dit non, vous étiez dans le gouvernement avec moi. On dit non, c'est toi le président. C'est eux qui ont le pouvoir. Ouais. Je ramène la question, c'est le président Alassane Ouattara, c'est son excellence qui est au pouvoir. Donc c'est lui qui est comptable de sa gestion. Celui qui est au gouvernement, il est libre. Ils ont dit que le président Gbagbo était libre de pouvoir renvoyer qui il voulait dans le gouvernement. Alors qu'il était obligé de prendre tout le monde dans un accord. Pretoria 1, on a vu Linas Marcoussi, tout ça. Donc, le président Gbagbo a dit OK. Donc, aujourd'hui, tout ce qui va découler de ce gouvernement est de la responsabilité seule du RHDP, selon leur propre logique. D'accord. Et vous, quelle est votre vision de l'endettement au PDCI, je veux dire? Quelle est votre vision de l'endettement? Est-ce que vous croyez que c'est important, ou est-ce que vous croyez qu'il faut faire sans? Il faut faire quoi? Sans l'endettement.
Comment ça va faire ça l'endettement? Je pose la question. Quelle est votre vision d'endettement? Nous avons un champion qui vient et qui est crédible. L'arrivée du président Tidjane Thiam, déjà, ça va régler le problème de l'endettement. Parce que ça va rassurer. Comment ça? Non, l'homme est crédible. Il a démontré dans le monde entier qu'il est crédible. Donc son arrivée là, ça va permettre aux bailleurs de fonds de revenir parce qu'ils auront confiance en lui. Actuellement là, ceux qui sont là-bas là, plus personne n'a confiance en eux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas régler ce problème de dette. Mais moi je vous dis, je prends le pari, si le président Tidjane Thiam vient au pouvoir, vous allez voir qu'il va régler ce problème d'endettement et la Côte d'Ivoire va retrouver son lustre d'antan avec de l'excédent même. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire peut vivre aujourd'hui sans dette? C'est ça la question. Non, mais avec eux, oui. Avec ces gens-là, la Côte d'Ivoire... Aucun pays du monde ne peut vivre sans dette. Le problème n'est pas la dette. Le problème est ce qu'on fait de la dette. On peut contracter la dette pour développer notre industrie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante alimentaire. On importe presque tout. D'accord? On peut utiliser la dette au service de notre industrie. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne transforme quasiment rien. Ouais. Donc, on peut utiliser la dette là pour pouvoir produire. Ça veut dire quoi? Investir dans le secteur d'activité. On peut utiliser la dette pour moderniser notre économie. On peut utiliser la dette pour créer des pans entiers de l'économie. Des champions nationaux, oui, comme Dion, par exemple. Oui. C'est un champion national. Moi, j'ai dit qu'en termes d'entrepreneuriat, mais il n'y a rien à dire. Moi, j'ai dit même, et moi, je vais plus loin. On ne peut pas donner des secteurs clés de notre économie à des multinationales étrangères. Aucun pays ne s'est développé avec des multinationales étrangères. 80% de notre pays est aux mains de multinationales, 20% est aux mains des nationaux. Et quels sont les secteurs clés qu'on devrait, par exemple, lister pour lesquels on devrait adopter du protectionnisme? Le protectionnisme doit être fait au niveau des secteurs pétroliers. La CIE vient de vendre, et Total vient de se délester de toutes ses parts qu'il avait dans la société Total, s'est délesté de toutes les parts qu'il avait dans la CIE, Société Ivoirienne de Raffinage. Vous savez qui a racheté les parts? Une société du Nigeria. Total a vendu les parts pour 200 millions d'euros. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas 130 milliards de francs CFA. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas 130 milliards pour acheter les parts de Total. Là. Le secteur énergétique est un levier. Ouais. Vous avez vu en Europe, lorsque Poutine a commencé à couper le gaz, mais c'était la panique. Quand vous contrôlez l'énergie, vous contrôlez une partie de l'inflation. Vous contrôlez l'inflation. Parce que si le secteur privé a l'électricité chère, ou bien le carburant cher, ça va se répertorier sur les prix. C'est-à-dire que sur la consommation finale. Sur la consommation finale. Donc, ils vont ajouter des marges. Et c'est le consommateur final qui va sentir ces marges. Donc, l'énergie doit être bouclée. Le port est un levier. Et les nationaux doivent contrôler leur port, la sécurité et le port. Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on donne le port à une entreprise étrangère. Moi, ça ne me gênerait pas qu'une entreprise ivoirienne, quelle qu'elle soit, puisse exploiter le port autonome d'Abidjan. Jean-Louis Bion en avait déjà parlé. Mais quand on lui donne le port, c'est un Ivoirien, c'est normal. C'est normal. Moi, je suis contre le fait que des secteurs stratégiques de notre économie soient aux mains des multinationales. Aujourd'hui, tu prends le cas des téléphonies mobiles. Mais je ne veux pas dire de nom de compagnie mobile, mais on sait ce qui se passe. Vous souscrivez à Internet, c'est fou, c'est fini. Vous souscrivez, vous appelez, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'ils ont le monopole. Donc, une compagnie étrangère n'est pas l'ami du pays dans lequel il vient faire affaire. Il vient chercher l'argent. Et donc, vous, aujourd'hui, quelle est la vision, quelle est votre vision économique au sein du PDCI? L'Ivoirien est au cœur. Le président a dit il faut que des champions nationaux soient suscités. Les champions nationaux se suscitent. Ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple. Je suis ministre, je décide que M. Nestor Kofi ait tous les marchés du riz. C'est un exemple. Il est ivoirien, il a les marchés du riz. Sa famille est de Côte d'Ivoire. Il va investir et payer ses impôts en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on décide de prendre des marchés et de les passer à des grandes entreprises étrangères, mais ces grandes entreprises vont rapatrier leurs capitaux. Il y en a qui disent, par exemple, moi j'entends dans le discours populaire, il y en a qui disent que le président du PDCI, Tidjane Thiam, est un agent de la France. Non, ça c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est ce que Kofi. Non, c'est pas vrai. Quand le président avait fini ses études ici, il n'a jamais été sollicité par la France. Même Christine Lagarde disait dans une vidéo qu'on regrette de n'avoir pas
donner cette chance à la France, parce que le président Tidjane Thiam, c'est un trésor. Et les gens l'ont laissé partir. Il a fait ses premiers pas dans les pays anglo-saxons. Il est plus là-bas qu'ici. Et le traité de agent de France, je ne pense pas. Quand il était au Bénin, quand il arrivait au Bénin, hein, les expatriés qui étaient là-bas, là, ils étaient moins que le nombre d'Ivoiriens qui étaient là-bas. Leur salaire, leur masse salariale dépassait l'ensemble. Mais il a tout fait. Quand il a voulu les aligner, beaucoup sont partis. Ils sont tous partis pratiquement. Donc ça, tout le monde sait. Il avait dit ça sur NCI. Donc que les gens aillent voir. Ils comprendront. Bon, moi, je pense que déjà, accuser quelqu'un alors qu'il n'a même pas fait ses preuves et n'a même pas fait ses pas dans la gestion de l'État, parce qu'il a été directeur du BNET et ministre du Plan. Mais c'est lui faire un procès d'intention malhonnête. Parce que je peux dire que Monsieur X va faire un mauvais travail, alors que Monsieur X n'a même pas commencé le travail. Ouais. C'est un mauvais procès d'intention. C'est un très mauvais procès d'intention, parce qu'on ne devient pas président de la Banque suisse par hasard. C'est-à-dire que le monsieur est très compétent. Ça, c'est un d'abord. Dire que c'est un agent de la France, je pense que c'est un peu culotté, parce que aujourd'hui, la France a les coudées franches en Côte d'Ivoire. Ils ont les coudées franches en Côte d'Ivoire. Ils ont une bonne entente avec le régime actuel. Donc, combien d'argent ils ont? D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ça c'est très clair. Moi j'ai une autre question. Parce que là, par contre, ça concerne la diplomatie. On entend aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent dans la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire étant leader de cette région ouest africaine, est au centre de pas mal de scandales ou de pas mal de polémiques. Vous, au PDCI aujourd'hui, quelle est votre vision de ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine d'un point de vue diplomatique déjà? Parce qu'on a quand même pas mal de problèmes avec les pays frontaliers. Aujourd'hui, quelle est votre vision? Notre vision, vous le savez bien, hein, le PDCI a toujours voulu être en accord avec tous ses voisins. On n'entend pas souvent le PDCI s'exprimer sur cette question-là. Mais de toute façon, donnez-nous le pays et vous allez voir qu'on va régler ce problème-là. Le PPACI, par exemple, n'est pas un parti qui est au pouvoir, mais qui s'exprime sur ces questions-là. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Depuis que le PDCI était au pouvoir, on n'a jamais eu de problème avec nos voisins. Et donc, quand on vient là, on saura comment faire pour que les voisins là reviennent, hein, dans les girons comme ils étaient lorsque le PDCI était au pouvoir. Vous comprenez? D'accord. Bon, parce que c'est ceux qui sont là qui n'ont pas su gérer. Et comment faire? Vous allez faire comment exactement, concrètement? Quelles sont les actions que vous allez mener? Mais ce que le président a fait, et puis on était, comment on appelle, en accord avec nos voisins, c'est ce que nous allons faire. Nous, on connaît ce système-là, le PDCI connaît depuis. On a toujours aidé. C'est plus les mêmes acteurs. Vous avez dit le président ou Fouet, mais c'est plus les mêmes acteurs. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure au début. Celui qui vient, le président Tidjane Thiam saura comment faire pour régler de sorte que nous soyons en paix avec nos voisins. D'abord, la paix interne. Parce que comme il s'est éloigné, il n'a pas été impliqué dans les conflits fratricides qui ont balafré la Côte d'Ivoire, quand il sera là, c'est le seul qui, aujourd'hui, est légitime de réunir les Ivoiriens autour d'une table dans un dialogue constructif pour faire la réconciliation. Une fois que la paix interne est acquise, on va essayer de faire la paix avec les pays autour de nous. D'accord. Je veux dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre avec l'AES. L'AES, je veux dire Mali, Burkina et puis Niger. Je pense qu'il y a eu une fracture à la prise de pouvoir des différents capitaines ou généraux maintenant, parce que le pouvoir ne reconnaissait pas les coups d'État qui ont eu lieu. Mais je pense que ce n'est pas du rôle de la Côte d'Ivoire de se mêler des affaires internes des pays souverains. Ça reste quand même le leader de la sous-région. Non. L'époque a changé. Parce que chaque pays va se targuer de sa propre souveraineté. Parce que je vais dire que je fais ce que je veux dans mon pays. Moi, je ne soutiens pas les coups d'État. Je ne soutiens pas les coups d'État. Mais je dis aussi qu'il n'est pas du rôle des pays. Moi, je ne soutiens pas aussi l'ingérence dans les affaires des pays. Ce qu'on peut faire, c'est de vivre en bonne entente. Oui, c'est ça. C'est de vivre en bonne entente.
Il y a des dirigeants au Burkina, il y a des dirigeants au Mali. Nous devons nous entendre avec tout le monde. Parce qu'on fait affaire à ces pays-là. Puisqu'on a un port et les matières premières de ces pays-là passent par les ports de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et c'est des clients même de la Côte d'Ivoire, même au niveau de l'électricité. Oui, mais il faut aller les courtiser. Il faut aller les courtiser pour dire que, écoutez, venez, on va vous faire des facilités. On a l'un des ports les plus chers d'Afrique, pour ne pas dire du monde. Il faut diminuer pour dire, bon, comme vous êtes au Burkina, on vous fait un prix spécial. Machin, c'est des États. Les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si on fait des offres attrayantes au Mali, au Burkina, pour dire, bon, écoutez, on se mêle de vos affaires, mais vous venez, machin, je pense que ça va. Vous savez, le président Ouvoué avait anticipé sur ces choses-là en créant le Conseil de l'entente. Quand il y a une entente dans la sous-région, c'est ça qui a permis de créer toutes ces institutions, CEDEAO, BCEAO, tout ça là. Donc aujourd'hui, là, il faut que les gens sachent que les voisins sont aussi importants, comme on l'a dit. Dès lors que le Mali et le Burkina, qui sont des pays enclavés, sont partis après avoir rompu avec la Côte d'Ivoire sur le plan commercial par rapport à la situation actuelle, ça posait un problème même à la Côte d'Ivoire. D'un point de vue économique. Oui, tout à fait. On a perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, comment vous réglez ça concrètement? Mais il faudrait qu'on... C'est ça que je dis, mais écoute, tout se passe à la table de négociation. Oui, c'est le président de la République qui est en charge. Mais imagine, la dernière visite du président ivoirien dans un de ces pays-là remonte à quand? Il y a longtemps. Mais imagine-toi s'il y a une nouvelle administration, le président prend l'initiative de faire un voyage, par exemple, au Burkina. Il dit, moi, écoutez, il y a eu des choses qui se sont passées, les choses peuvent changer. Écoutez, revenez au port, voilà l'offre que je vous fais. Je pense que si l'offre est attrayante, ils vont revenir. Tout à fait. D'accord. En tout cas, moi j'observe en tout cas que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est quand même à pas mal de points de discorde avec ces États de l'AES, comme on dit. C'est malheureux. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un rôle clé à jouer? Au niveau de la sécurité, oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'a attristé et ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des pans entiers du Burkina qui ont disparu à cause du terrorisme. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une force commune pour combattre ce fléau-là? Pourquoi les Comores ne réagissent pas aujourd'hui? Justement, parce que les Comores ne réagissent pas, parce que la CEDEAO ne reconnaît pas ces régimes qui ont pris le pouvoir dans ces pays-là. Et les Comores n'ont jamais été efficaces. Et moi, je décris cela. Je pense qu'il faut créer une force, au-delà même de les Comores, antiterroristes, pour combattre les terroristes au Burkina, au Mali et autres. Au-delà même des forces étrangères, je pense que nos armées peuvent se mutualiser, ils peuvent se solidariser pour dire, bon, on va aller se battre contre le terrorisme. Parce que les terroristes sont aux portes de la Côte d'Ivoire. Si jamais le Burkina tombe, on est foutu. Si jamais le Mali tombe, on est foutu. Donc je dis que c'est un enjeu national et on a besoin de tous. Je pense que si on doit plus intégrer nos armées. Aujourd'hui, les Européens ont l'OTAN. Si tous les pays qui sont membres de l'OTAN, si vous attaquez un membre de l'OTAN, article 5 de l'OTAN, mais c'est toute l'alliance qui se met en branle. L'Ukraine a été attaquée parce que l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN. Mais imaginez-vous si un soldat russe franchit les frontières de la Pologne, c'est tout le monde qui lui descend dessus. Ouais. Même s'il y a des discordes entre les pays de l'OTAN, ils ne vont jamais permettre qu'un pays de l'OTAN soit attaqué. Vous prenez une union régionale déjà dans un premier temps, une union régionale pour la sécurité. Non, moi personnellement, je me dis que personnellement, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on regarde le Burkina brûler et puis bon, on est là. Mais la dernière fois où les terroristes ont pu passer, qu'est-ce qu'ils ont fait à Grand Bassam? Malheureusement, ils ont tué des gens. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas humaines. Donc, il faut s'associer au lieu de créer, comme le vice-président a dit, au lieu de faire des querelles. On se met tous ensemble pour dire que ton problème, c'est mon problème. Et ça, c'est la solidarité africaine. Voilà quoi. Nestor Koufi, sur la question? Oui, non, mais c'est ce que je disais. S'il y a le conseil d'entente qui est là, il faudrait l'exploiter de manière à ce que nous ayons cette entente entre voisins. Parce que ça n'arrange personne qu'il y ait un conflit permanent entre nous. Et cela, c'est une question de volonté politique.
Est-ce que notre président est prêt à faire le pas pour voir ses voisins et puis en parler? Mais moi, je sais que si notre président Tidiane Thiam est élu, les choses vont changer parce qu'il a dit qu'il faut gouverner autrement. D'accord. Moi, j'ai une dernière question avant d'aller vers la fin de cette émission. C'est, souvent, on entend souvent parler de bilan inattaquable en Côte d'Ivoire par le gouvernement actuel. Quel est votre... Mais quand on a des dettes et puis qu'on dit qu'il y a un bilan inattaquable, je ne sais plus comment... La France est endettée. Les États-Unis sont endettés. Non, je ne parle pas de la France. Je parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La dette, ce n'est pas un problème en soi. Est-ce que la dette aujourd'hui... Si. C'est un problème dans la mesure où on est plus crédible, on est plus solvable. Aujourd'hui, là, ils coupent partout. Maintenant, c'est dans la sous-région là-bas. Avant, c'était les eurobonds. Voilà, les eurobonds. Aujourd'hui, c'est dans la sous-région là-bas. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est plus respectée. Ne respecte pas ses engagements. Quand on est endetté comme ça, c'est pas bon. Il faudrait qu'on essaye de revoir. Et comment faire entre l'économiste et l'ingénieur qui vient réparer ce qu'il a cassé? Nous, on est prêts à ce que notre ingénieur vienne réparer ce que l'économiste a cassé. Merci. En tout cas, il est clair que notre pays, la Côte d'Ivoire, doit renforcer ses partenariats d'un point de vue déjà diplomatique avec ses voisins. Et ensuite, là, il est clair aussi qu'il y a une forme d'urgence d'un point de vue économique de la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui, moi, vous dites qu'il y a une urgence, mais moi, quand je regarde la dernière note des Moody's par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est plutôt rassurant. Non, moi, je vais t'arrêter là. Non. Les Moody's existaient quand il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis. Oui. Qui donne la note? C'est les agences de notation. Oui. Les agences de notation donnent la note qu'elles veulent dans certains cas. Oh, pas qu'elles veulent quand même. Il y a quand même des travaux qui se font. Il y a des observations de l'environnement macroéconomique. Parce que si on voulait se baser que sur les agences de notation, mais il n'allait jamais avoir des crises économiques. Oui, il n'allait jamais avoir des grandes dépressions aux États-Unis. Donc, je dis que les agences de notation, le travail des agences de notation peuvent être biaisés. Oui. D'accord? Et déjà, même, il n'est jamais bon d'être surendetté. Ça, c'est un principe. Il n'est jamais bon d'être surendetté. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette dette? Je pense que l'État de Côte d'Ivoire gagnait mieux à réduire son train de vie. Oui. On a des gouverneurs, des ministres-gouverneurs. Mais en dehors de ça, il y a les avions, des nombreux avions qu'ils achètent. On doit réduire le train de vie. Et moi, lors d'une émission passée qu'on avait faite, je t'ai dit qu'il y a des institutions qui doivent disparaître. Je trouve qu'il y a trop d'institutions d'État. On doit pouvoir aller vers un petit gouvernement. Un pays comme la Suisse, il y a très peu de personnes qui dirigent la Suisse. Il y a trop de ministres, il y a un pléthore de ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des ministres... Non. Je pense qu'il y a trop il y a trop de... Il faut réduire le gouvernement. Parce que lorsqu'on fait le budget de l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'il était de 15 000 milliards. Si je me trompe, là, je laisse 15 000 milliards. Mais combien la Côte d'Ivoire produit? C'est-à-dire qu'on doit chercher l'argent pour compléter le budget. Ouais, est-ce qu'on va chercher l'argent pour compléter le budget ad vitam aeternam? On ne peut pas. Moi, là, les dettes. On ne peut pas. Je pense que la classe politique doit penser à nous, à notre avenir, parce que de ces dettes-là, on va les payer. C'est tout, quoi. D'accord. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Et avant de conclure, j'aimerais que chacun de vous donne un peu, nous partage un peu sa vision de la Côte d'Ivoire de 2030. Les actions que vous aimeriez 2025 d'abord. Déjà 2025, et en plus, avec la perspective 2030. Quelles sont pour vous les actions prioritaires et quelles sont pour vous les actions essentielles pour un avenir prospère? Bon, moi, les actions prioritaires, dans un premier temps, c'est une élection apaisée. Pour avoir un président et faire une passation normale. Une fois que c'est acquis, il n'y a plus de tension. Et donc, on va pouvoir se mettre au travail pour remettre notre pays sur les rails. Ça, c'est l'action essentielle. Il faudrait que les Ivoiriens se disent, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Au lieu de se tirer dessus, il faudrait qu'il y ait des débats d'idées, plutôt que les tensions que certains mettent volontairement pour mettre le feu à la baraque. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que nous soyons vraiment des gens bien déterminés à ce que notre pays retrouve cette paix qu'on attend depuis très longtemps. Ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Est-ce que nous avons ce comportement? Il faudrait que nous ayons ce comportement. Il faut qu'on arrête de se tirer dessus,
de gauche à droite pour que la baraque prenne le feu. Pour cela, il faut des élections transparentes, inclusives et démocratiques. Merci. Mais moi, j'aimerais dire une chose. La Côte d'Ivoire est un grand pays et la Côte d'Ivoire a des besoins. Par exemple, la Côte d'Ivoire dépense plus de 1000 milliards seulement en importation de riz et en importation de poissons. Donc, il y a un problème d'autosuffisance alimentaire. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Moi, j'étais petit et j'entendais ça. Et je pense qu'on doit repartir à ces fondamentaux-là. On doit mettre l'agriculture au devant de tout. Parce qu'un peuple qui a faim n'est pas un peuple qui peut être productif. On doit pouvoir produire ce qu'on consomme. Ça va pouvoir alléger même les charges du gouvernement. Donc la politique doit être axée sur l'agriculture. Ça, c'est d'abord. Et j'ai dit qu'il doit y avoir un certain protectionnisme de l'économie, mais on doit pouvoir susciter des champions nationaux. Et je pense que l'une des idées du président Thiam, c'est aussi cela. La Côte d'Ivoire a des besoins. C'est vrai qu'il y a des routes. Merci pour les routes. Mais quel est le niveau de vie des Ivoiriens? La vie est chère en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus chers de l'Afrique de l'Ouest. Comment on fait pour que cela baisse? La Côte d'Ivoire a été mise sur la liste du GAFI, blanchiment d'argent et tout ça. Comment on sort de cette liste-là? Comment on combat la corruption? Parce que je me dis que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est aussi combattre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais on ne vous met pas sur la liste du GAFI par hasard. C'est-à-dire que vous avez fait des choses qui vous ont conduit là. Comment on fait pour se désendetter? Parce qu'arrivé un moment, tous ces crédits-là, les bailleurs de fonds vont venir donner notre argent. Est-ce qu'il y aura une nouvelle crise économique? Voilà, c'est vrai que moi, je veux bien accepter la note des Moody's et compagnie, mais lorsque ces bailleurs de fonds-là viendront réclamer l'argent à la Côte d'Ivoire, ces dirigeants-là ne seront pas là. D'accord, donc pouvoir action prioritaire, autosuffisance alimentaire, gestion de la dette. Et aussi l'éducation et la santé. L'éducation et la santé. Ouais. D'accord, en tout cas, merci à vous pour ces échanges enrichissants. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et je dis merci aussi à nos téléspectateurs de nous suivre tous les jours sur notre chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur notre chaîne Culture Finance pour tous. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.